Un paysage aride dans le sud de l'Arizona, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière mexicaine. Même le nom de l'endroit est sombre, Skeleton Canyon. Le 4 septembre 1886, des soldats américains menés par le capitaine Henry Lawton ramènent un petit groupe de guerriers apaches de la tribu Chiricahua, qu'ils poursuivent depuis plusieurs mois du côté mexicain de la frontière. Ils ont de bonnes raisons. Le chef du groupe, Geronimo, alors âgé de près de 60 ans, a terrorisé les colons des deux côtés de la frontière américano-mexicaine pendant 30 ans. Il a tué, volé, enlevé et même torturé. Rien qu'au cours des 6 derniers mois, sa bande aurait tué au moins 500 Mexicains. Aujourd'hui, pour la 4e et dernière fois, il se rend officiellement à l'armée américaine, représenté ici par le général Nelson Miles. Le côté guerrier d'un homme considéré par certains comme un meurtrier de masse et par d'autres comme un combattant infatigable contre l'oppression des Amérindiens est terminé, mais pas sa vie. Geronimo a encore 23 ans devant lui, qu'il passera officiellement comme prisonnier de guerre, mais en réalité beaucoup plus comme une légende vivante ou une célébrité. Après tout, qui ne voudrait pas rencontrer l'homme dont on disait qu'il était le pire Indien d'Amérique qui ait jamais vécu? Il est né vers 18-29 ans. Son grand-père était un homme médecine de l'une des tribus Chiricahua, et il a été élevé selon la tradition autochtone. Son nom d'origine était Goyatlé, ce qui signifie « celui qui bâille ». Le moment clé de sa vie s'est produit en mars 1850. Il avait une trentaine d'années, une femme et 3 enfants. Au moment où lui et les autres guerriers sont partis, un groupe de 400 soldats mexicains a attaqué leur campement près de l'actuelle ville de Janos. Parmi les indigènes massacrés se trouvèrent la mère, la femme et tous les enfants de Goyatlé. Il est nécessaire d'expliquer comment les choses se sont déroulées dans cette région pendant de nombreuses années. À partir du XVIe siècle, des colons mexicains, descendants d'immigrants espagnols, se sont installés dans la région. Ils établissent des villages sur des terres que les tribus apaches considèrent comme leur propriété. Les indigènes lancent contre eux des raids sanglants. Mais ceux-ci ne peuvent être considérés que partiellement comme une défense de leur territoire. En effet, les vols et les pillages constituent une source de subsistance et de commerce pour de nombreuses bandes apaches. Après 1848, lorsque les territoires du sud, de la Californie au Texas, ont été rattachés aux États-Unis, les Apaches ont eu d'autres nouveaux ennemis, les colons américains. C'est sur ce terrain que commence la lutte de Goyatlé. Les guerres dites Apaches battent leur plein, avec souvent de simples embuscades et des meurtres de civils, de femmes et d'enfants. Les Chiricahuas cherchent à se venger après le massacre de leur village, et Goyatlé est chargé par son chef de le mener. C'est là, en combattant les soldats mexicains, que naît son nouveau nom, Geronimo. Il est si intrépide, tenace et fanatique que ses adversaires terrifiés crient à l'aide de leur patron, Saint Jérôme. Le nom de Geronimo s'impose rapidement et inspirera la terreur aux Mexicains et aux colons américains pendant des années. Il est vrai que les raids apaches ont toujours été très sanglants, mais Geronimo surpasse tous ses prédécesseurs en cruauté et en nombre d'attaques. Le grand esprit lui aurait dit qu'il sortirait vivant de chaque bataille, qu'il ne mourrait jamais par aucune arme. Et il a agi en conséquence. Sa bravoure frisait la folie. Mais il connaissait parfaitement le paysage local, et il était très chanceux, si bien qu'il échappait presque miraculeusement à des situations apparemment désespérées. Les autochtones lui prêtèrent des pouvoirs surnaturels. Il pouvait voir l'avenir ou savoir ce qui se passait à des dizaines de kilomètres de lui. À 3 reprises entre 1875 et 1885, Geronimo se rendit à l'armée américaine et accepta d'aller dans une réserve. Mais à chaque fois, il s'est enfui. Soit le gouvernement a violé les termes de l'accord, soit la vie dans la réserve était tout simplement difficile à supporter pour des gens habitués à se déplacer librement et à chasser où bon leur semblait. Peut-être était-ce un peu des deux.
Après chaque évasion, Geronimo vécut comme il en avait l'habitude. Il passa au Mexique, où les soldats américains ne pouvaient pas le suivre, et là, avec un petit groupe de membres de sa tribu, il vola et tua. Parfois, il attaquait du côté américain et retournait rapidement en territoire mexicain. Il visait généralement des ranchs et des fermes isolées, volait du bétail et des armes, et tuait généralement toutes les personnes qu'il rencontrait pour se débarrasser des témoins et rendre la poursuite plus difficile. Mais avant la dernière évasion, la situation avait changé. Le gouvernement mexicain, aux abois, autorisa les troupes américaines à traquer les Apaches attaquant sur son territoire, et Geronimo se retrouva bientôt dans une situation inextricable. En particulier, à partir d'avril 1886, il dut faire face à une poursuite sans fin, le capitaine Lawton et les soldats de la 4e cavalerie poursuivant sans relâche la bande de Geronimo à travers les montagnes du nord du Mexique. L'ordre était le suivant: ramener Geronimo aux États-Unis, mort ou vif. Au tournant des mois d'août et de septembre, Geronimo ne peut plus résister. Les traqueurs Apaches, qui ont aidé l'armée américaine, sont à ses trousses, et il capitule. Le 4 septembre, dans le fameux Skeleton Canyon, il se rend au général Miles. Geronimo et ses hommes étaient désormais prisonniers de guerre. Ils sont transférés à près de 2000 km à l'est, en Floride, en grande partie parce qu'ils auraient été lynchés en Arizona. On leur a promis qu'ils y retrouveraient leur famille, mais celle-ci a été placée dans une autre forteresse. En outre, leurs enfants leur ont été enlevés et envoyés en Pennsylvanie pour y être éduqués. De nombreux Chiricahuas moururent également de la tuberculose et de la malaria dans ce climat inconnu. Les guerriers de Geronimo ne retrouvèrent leur famille que 2 ans plus tard, lorsqu'ils furent tous transférés en Oklahoma, plus proche de leur habitat naturel. Là, sous la supervision de la garnison de Fort Sill, ils purent s'installer et commencer à cultiver les terres qui leur avaient été attribuées. Geronimo lui-même devint une attraction touristique. Les gens venaient de toute l'Amérique pour le voir, achetant ses boutons et ses chapeaux comme souvenirs. Geronimo a ensuite servi d'attraction lors d'expositions et de foires américaines, y compris l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. À un moment donné, il s'est également produit dans un spectacle western, et, bien qu'il n'ait jamais été chef de sa tribu, il a été invité à participer au défilé inaugural du président Theodore Roosevelt, aux côtés de 5 vrais chefs. Qu'un homme au passé aussi lourd descende à cheval sur la 5e avenue, lors d'une occasion aussi solennelle, est l'un des nombreux paradoxes de la vie de Geronimo. Le fait qu'ici, comme dans toutes ses activités, il soit sous la surveillance constante de l'armée n'y change rien. En février 1909, Geronimo tombe de cheval chez lui, à Fort Sill. Il est resté allongé sur le sol pendant toute la nuit glaciale. On le retrouve au matin. Quelques jours plus tard, à l'âge d'environ 80 ans, il meurt d'une pneumonie. Il est enterré dans le cimetière Apache de Fort Sill, en Oklahoma. Ainsi s'achève l'histoire extraordinaire d'un homme qui a combattu les Mexicains et les Américains pendant 30 ans, plus longtemps que n'importe qui d'autre, et qui, malgré ses crimes, est devenu une célébrité. Un homme au sujet duquel il existait des divergences d'opinion fondamentales de son vivant, et rien n'a changé aujourd'hui encore.